Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, départ pour l'Argentine à la rencontre d'un oiseau qu'on n'a jamais évoqué dans l'émission, la conure de Patagonie. Et vu ce qu'elle fait comme bêtise, je pense qu'on n'est pas prêt de la réévoquer. Comment ça va Sophie ? Fatiguée. Une balade aujourd'hui, je pense qu'on a dû se faire plus d'une dizaine de kilomètres. Ah, Ça incroyable. J'ai fait 7 km uniquement aujourd'hui, me balader dans mon petit parc. Petite observation très sympathique. Sympa, Puisqu'on ça. avait parlé rhinocéros et corneille à bec fin il n'y a pas très Oui. longtemps dans l'émission, Oui. avec ces opérations nettoyage des oreilles. Bah, moi j'ai vu une pie bavarde et un cochon nain du Mexique, voilà, interagir entre eux. Malheureusement, je n'ai pas vu ce que la pie faisait sur ce cochon. Je ne sais pas si elle cherchait de la nourriture, si elle récupérait peut-être des poils, quoique ce ne soit pas la saison pour. Mhm. Donc voilà, petite observation. Je vais envoyer petit message aux équipes du parc pour savoir si c'est quelque chose qu'ils ont déjà documenté. Et peut-être qu'on aura des informations assez intéressantes à tirer. Qui sait ? Mais pourquoi pas? Ah bah, en parlant d'informations, passons à la rétro. À moins que Oui. Sophie, tu aies quelque chose à rajouter en plus. Oh non, moi j'ai pas fait d'observation de cochon là, tout va bien. Alors Sophie, veux-tu commencer la rétro ou veux-tu que je commence de mon côté 3 petites infos cette semaine. J'ai deux petites infos. Si tu veux, je peux commencer. J'en ai une qui est sympa. Vas-y donc. C'est l'université de l'East Anglia qui a fait une petite étude sur les chants d'oiseaux et notamment comment l'humain les percevait et quels effets ils avaient sur notre bien-être mental. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont fait une petite étude sur un vignoble, il me semble, dans lequel ils avaient fait, il y a des visites qui se font régulièrement, guidées, et tu peux entendre des chants d'oiseaux dans ce vignoble, hein, comme un peu partout, normalement, quand il y a un peu de nature. Sauf que dans celui-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des haut-parleurs pour faire plus de chants d'oiseaux pour certaines visites et le niveau normal de chants d'oiseaux pour les autres visites. Et ils ont essayé de calculer, enfin, quantifier en quelque sorte, parce que c'est toujours difficile vu que c'est plus un problème d'observation là au niveau des visiteurs, savoir s'ils sont plus sensibles à ça ou pas, mais en gros ils ont essayé de quantifier, voir si les visiteurs étaient plus contents ou moins contents de leur visite en fonction de la quantité de chants d'oiseaux qui avaient été entendus, et de la diversité de ces chants d'oiseaux aussi, parce qu'il faut pas oublier, plusieurs types de chants d'oiseaux ont été proposés. Et il semblerait que plus on entend des chants d'oiseaux diversifiés et plus il y en a, et ben plus on est heureux. Et donc c'est très intéressant pour notre bien-être mental et ça rejoint évidemment toutes les études qui ont été faites pendant le Covid sur l'importance du lien à la nature pour l'homme. Et je crois même que ça rejoint une étude qui démontrait que c'était le meilleur anti-stress qui pouvait exister, Oui, de se balader dans la nature et d'aller écouter les chants d'oiseaux. Voilà. exactement. Donc, et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup ce week-end ou cette semaine, si jamais vous en avez la possibilité. Moi, petite observation, pas la mienne du coup, qui a été réalisée en 2017. On est en Afrique, on est dans le parc du Serengeti, et on avait parlé du pic-bœuf à bec jaune, Oui. qui a la particularité, comme notre pie bavarde de tout à l'heure, de se nourrir sur le dos de certains animaux, cette fois-ci d'Afrique. Oui. Et j'ai découvert que ces oiseaux dormaient dans les aisselles des girafes. Parce que pourquoi pas. Ce sont des photos qui ont été prises justement en 2017, qui révèlent cette petite information. Et on a justement des pièges photographiques qui ont capturé des girafes. Et sur les girafes, on avait des pic-bœufs qui dormaient, voilà, paisiblement, sur les aisselles des girafes et puis un petit peu sur les côtes. Mais ils ont raison, parce qu'en fait, une girafe, c'est quand même un endroit finalement qui est assez sécuritaire pour ces bestioles-là, parce que c'est une grosse bestiole qui va pas trop les embêter. Ma foi, pourquoi pas? Ah ouais, incroyable. Ben Je sais pas si tu le savais, mais... Non, alors pour dormir dans les aisselles des girafes, non, je le savais pas trop, non, mais... je regarderai mieux la prochaine fois qu'on fera un safari photo.
Écoute, si j'ai des photos, je te les envoie. Ah bah avec Voilà. grand plaisir. Autre news du coup, Sophie. Alors, autre petite news, de nouvelles espèces d'oiseaux ont été découvertes. Elles viennent, alors, c'est pas actuel, hein, n'allez pas chercher vos appareils photo. Là, on est sur des oiseaux qui datent de la fin de l'ère Crétacé. C'est des oiseaux qui sont plus dans la famille des... Enfin, c'est pas exactement des rapaces, vu que c'est des Enantiornithes, mais c'est des choses qui vont ressembler à des rapaces, et notamment, ils ont réussi, grâce aux études qui ont été faites sur les squelettes, et notamment sur les papates, à savoir qu'ils avaient un comportement très similaire à nos rapaces d'aujourd'hui, qui transportent leur proie jusqu'à leur nid ou à d'autres endroits, qui sont capables de transporter quand même un bon paquet de grammes, voire même de kilos en fonction des espèces. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et moi, je vais continuer et terminer par parler de nos chers amis du Finistère, puisque Ornithomédia a sorti un petit article qui est en open access, vous pouvez le consulter sans trop de soucis, qui répertoriait tous les oiseaux qui ont été vus sur l'île de Saint en 2023, donc on est dans le Finistère bien sûr, avec énormément de premières mentions qui ont été réalisées, donc généralement des oiseaux qui sont migrateurs et qui se perdent un petit peu. Voilà, il y a tout un article à retrouver, cet article doit encore passer au comité de lecture, il est en train d'être révisé par le comité de lecture d'Ornithomédia, mais vous pouvez aller le consulter. Pour vous donner une petite idée, du guépier de Perse, du pipi farlouzane, du moineau doré, du bruant rustique, voilà, c'est les quelques espèces qui ont été mis en avant par le site dans leur petite en-tête. Mais voilà, si jamais vous voulez lire la synthèse ornithologique, elle est disponible sur le site d'Ornithomédia. Il est temps désormais d'une île à une autre, puisque on retourne en Nouvelle-Zélande, parce que oui, j'ai parlé de la conure de Patagonie, mais ça ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Mais tu vas parler d'émeux, Sophie. Oui, donc en Australie. Australie, oh, oui, n'importe oui. quoi. Non, on va pas toujours rester sur le moa, même si je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. J'ai confondu avec le mot, absolument. Ce sont des oiseaux que j'aime beaucoup, les kiwis aussi notamment, hein, mais pour le coup, on va plus partir sur l'Australie et on va partir voir des émeus. Alors les émeus, j'imagine que tout le monde connaît, on est sur un oiseau qui ne vole pas, enfin qui ne vole plus du moins, il y a des ailes vestigiales, hein, mais il ne vole pas. Et on est sur des plumes qui sont très très spéciales. Si vous avez déjà tenu des plumes d'émeu entre les doigts, ce sont des trucs qui sont très filiformes et qui sont pas du tout des plumes de vol. Là, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à des poils en fait, mine de rien. Je sais pas si t'en as déjà tenu. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être un peu d'autruche, mais. Un peu d'autruche, ouais. Ouais, je sais pas si c'est exactement pas mal. La même chose. Mais... Ça ressemble pas mal, si. Ouais, on a une perte en fait de la solidité de la plume en quelque sorte, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de portance, et donc évidemment ça ne sert plus au vol, hein, c'est comme ça. Une sorte de dégénérescence, peut-être, qui fait ressembler les plumes à de très longs poils avec quelques barbes sur les côtés, mais on perd un peu la structure de la plume habituelle. Et sur ces émeus, donc, qui ne volent pas, il y a une étude qui est sortie, alors c'est en septembre, c'est le 19 septembre exactement, dans Nature Communications, et qui s'intéresse cette fois-ci au développement embryonnaire de l'émeu. Alors, on va pas trop parler de termes techniques, parce que j'imagine que toutes les expressions de gènes, etc., déjà, d'une, moi je suis pas spécialiste, hein. Soyons quand même tout à fait honnêtes. Encore moins moi. Oui, bon, là, pour le coup, je pense qu'il y a pas beaucoup de différence entre nous deux. Et puis de toute façon, c'est pas la peine d'en parler, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être les conclusions de l'article, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez intéressant, et même pour l'humain, finalement. Donc, et ouais, attention, pas n'importe quoi aujourd'hui. Et donc, on est parti donc sur une étude qui allait voir dans les œufs d'émeu ce qui se passait, et il allait voir spécialement au niveau des ailes. Alors, si vous le savez, lorsqu'un embryon se développe, normalement on va avoir ce qui s'appelle des bourgeons, qui vont développer donc les membres, et en l'occurrence pour les ailes des oiseaux, c'est pareil, vous avez un petit bourgeon qui va petit à petit avoir des cellules qui vont se différencier, alors ça va faire des cellules d'os, ça va faire des cellules de muscles, ça va faire des cellules de peau, et ça va donner une aile au final, qui va donc pouvoir servir à l'oiseau à voler, si c'est un oiseau qui vole évidemment.
Et donc pour les émeux, c'est pareil, vous avez ces deux petits bourgeons qui sont présents de chaque côté du corps de l'oiseau, qui vont donc se développer en petites ailes, sauf que lors du développement de ces bourgeons, il y a quelques petits changements qui vont faire qu'en fait, l'aile, elle va être un peu différente. Alors, je sais pas si vous le savez, mais chez les émeux, il y a une caractéristique très 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 bizarre sur les ailes des émeux, c'est qu'elles sont pas symétriques. Ah ouais? Ok. Et ouais. elles sont pas exactement symétriques. Notamment au niveau des os de l'aile, ils sont souvent un peu mal formés, à droite, à gauche, ils Du sont coup, pas heureusement que exactement l'oiseau top. vole pas, sinon il volerait du coup de travers. Eh ben complètement. Incroyable. Donc on est déjà sur des ailes vestigiales, hein. Chez les meux, il y a plus grand chose qui ressemble vraiment à une ossature normale qu'on va retrouver dans une aile d'oiseau qui vole, mais mine de rien, on est quand même sur une aile vestigiale avec des os qui sont pas forcément toujours bien placés au bon endroit, qui peuvent être un petit peu recourbés, qui sont pas exactement comme il faudrait. Et les chercheurs se sont intéressés à la question du pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose pendant l'embryogenèse qui va se passer, qui va faire en sorte que ces ailes, elles se développent pas correctement? Et en l'occurrence, ils ont trouvé. C'est ça qui est quand même bien avec la recherche, parce que des fois on cherche et on trouve, et ça c'est top. Et donc en l'occurrence, ils ont trouvé que ce qui se passait, c'est que lors du développement de ces petits bourgeons qui vont servir aux ailes ensuite, on a les cellules qui normalement vont former les muscles, qui ne se développent pas correctement. Alors vous savez que sur une aile d'oiseau, on a évidemment les os qui vont former donc l'ossature de l'aile d'oiseau, et puis par-dessus vous allez avoir des muscles qui vont se développer, qui vont servir à tirer, à pousser l'aile, qui va servir au vol battu chez les oiseaux qui ont le vol battu en tous les cas. Et chez les meux, en l'occurrence, lorsque les cellules de muscles commencent à se diviser, elles partent en ce qu'on appelle de l'apoptose. Alors l'apoptose c'est quoi? C'est une mort cellulaire programmée. Et dans ces cas-là, ça veut dire que les muscles, en fait, autour de ces ailes, ils ne se développent pas du tout correctement. C'est-à-dire que dès que leur développement commence, on a déjà plus de muscles. Donc les fibres musculaires n'étant pas là, les chercheurs se sont rendus compte que sans ces fibres musculaires, les os ne se développaient pas correctement. Et ça va encore plus loin que ça, c'est pas seulement le problème d'avoir ou non des fibres musculaires, c'est que normalement, durant l'embryogenèse, l'embryon va bouger un petit peu à droite et à gauche, et dans l'œuf, c'est comme ça pour les mammifères, mais c'est comme ça pour les oiseaux aussi, dans l'œuf, l'embryon il bouge. D'ailleurs, des fois on l'entend même piailler à la fin du développement, c'est pas un truc statique dans son œuf, ça va bouger, et en l'occurrence, il faut que les ailes bougent pendant l'embryogenèse, parce que ça va aider au développement des muscles, au développement des os, qui vont ensuite donner des os bien solides, bien comme il faut, bien droits, et aptes au vol. En l'occurrence, chez les émeux, vu que les muscles ne se développent pas, les os se développent pas bien non plus. Donc il y a une conséquence directe entre le développement des muscles au niveau embryonnaire et le développement des os derrière, et le fait d'avoir des malformations sur les ailes des émeux, ce qui conduit donc à des ailes qui sont pas forcément très bien formées et qui peuvent être différentes à droite et à gauche. Incroyable. Et alors, c'est là que c'est très très intéressant pour nous, parce que ça a évidemment des conséquences sur la médecine humaine, c'est-à-dire que, pareil que pour les oiseaux, chez les mammifères, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des muscles qui se développent correctement pendant l'embryogenèse, vous pouvez avoir des malformations derrière qui vont se produire. Donc c'est un petit pas de plus dans notre compréhension de l'embryogenèse, de comment ça se fonctionne, et c'est pas seulement valable chez les oiseaux, c'est aussi valable chez nous. Et ça quand même, c'est une bonne découverte. Incroyable, super papier. J'ai une question. Est-ce que cette atrophie finalement musculaire, elle est identique chez toutes les espèces d'émeux ou peut-être les sous-espèces d'émeux? Est-ce qu'il y a une répartition géographique qui fait en sorte qu'on peut avoir des malformations qui sont différentes, ou est-ce que ce serait au contraire une malformation présente pour tous les émeux de la même manière? Visiblement, c'est chez tous les émeux sans distinction. Après, les malformations peuvent certainement être différentes, vu qu'en fonction de quelles cellules de muscles se sont développées ou pas, et à quel moment il y a eu apoptose ou pas, il y a des malformations qui vont être différentes, évidemment. Parce qu'elle intervient quand, cette apoptose au cours du développement? C'est juste lorsque... Alors, bon, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, vous allez avoir le bourgeon va commencer à se développer petit à petit, il va commencer à différencier donc ses cellules osseuses, ses cellules musculaires, etc. Et au lieu de former des fibres qui vont être bien fermes, qu'on connaît, qui vont former un muscle en fait,
on va en avoir très très peu qui vont rester vivantes et beaucoup vont finalement ne pas se développer du tout au lieu de se transformer en cellules de muscle. Donc dès le début, j'ai envie de dire, il y en a déjà moins que chez un oiseau autre, mais alors en plus derrière elle meurt très rapidement lorsque le muscle est censé se développer. Donc, dans les premiers jours du développement finalement pour oui. les meufs. Ouais. Okay. Normalement oui, dans la première deuxième semaine plus ou moins. Ouais, donc ça va être très rapide, ouais, à peu près. Donc voilà. Voilà, donc c'est un petit peu pointu comme sujet, mais je trouvais que c'était intéressant pour les implications médicales qu'on a derrière. Bah ouais, c'est super intéressant, et puis si ça peut ouvrir effectivement le champ à la recherche médicale, bah let's go. Ouais. Et alors ce qui est très marrant, c'est que ça rejoint aussi des études qui avaient été faites sur le développement des souris en apesanteur. Je sais pas si t'en avais entendu parler. Oula, non, pas du tout. Pas du tout. En gros, ils avaient essayé de faire se développer il me semble que c'est dans la Station Spatiale Internationale, des embryons de souris, vu que c'est comme l'animal modèle généralement, pour voir un petit peu si c'était possible d'avoir un développement correct, normal en apesanteur, et pas du tout. Les embryons de souris en apesanteur ne sont pas du tout développés comme il fallait, parce qu'il manquait une force essentielle à leur développement, qui était la gravité. Et donc là, c'est un peu la même chose. Si on n'a pas le muscle qui va tirer sur l'os lors de son développement, il va manquer une force essentielle, donc qui l'empêche de se développer correctement. Donc on rejoint un petit peu l'étude en question. Je trouvais ça intéressant, ça poursuit. Voilà. Super intéressant, effectivement. Super intéressant. Vous avez les pigeons à Paris qui vous embêtent. Vous avez les cacatoès en Australie qui vous embêtent. Justement, on était en Australie il y a quelques instants. Eh bien, est-ce que tu connais la petite ville d'Hilario Ascasubi ? Non. Je ne pense pas. J'ai peur que non. Elle est située en Argentine. D'ailleurs, c'est le nom d'un poète argentin également. Et eux, ils ont un problème de cognure de Patagonie. Voilà. Ils ont un problème de cognure de Patagonie, donc c'est une petite ville de 5000 habitants qui, depuis 2013, connaît de véritables problèmes à cause de cet oiseau qui est un cétacidé tout à fait classique. On l'appelle aussi le perroquet de Patagonie, c'était son ancien nom, mais voilà, on utilise encore les deux, et grosso modo, c'est un oiseau qu'on va trouver en Argentine et un petit peu au Chili, la cognure de Patagonie. Et cette ville, eh bien, elle a un problème avec 70 000 oiseaux. Qui viennent chaque année en automne et en hiver dans la ville se percher à partir de la fin d'après-midi jusqu'au lendemain matin. C'est un problème parce que ces oiseaux font du bruit tout le temps, parce que évidemment ils produisent des excréments partout dans la ville qui peuvent devenir des risques de santé publique, bien sûr, mais surtout, et c'est ça le plus problématique, c'est que les perroquets mangent les câbles des pylônes, et donc il y a des coupures d'internet, d'eau et d'électricité qui interviennent très régulièrement, et du coup, ils doivent être changés, ces pylônes, environ tous les 3 mois. Pour éviter justement que les problèmes ne persistent. Donc c'est évidemment un problème de temps, et c'est surtout un problème d'argent pour la petite commune d'Hilario Ascasubi. Comme je le précisais il y a quelques instants, c'est en automne et en hiver que ces oiseaux sont présents, parce qu'ils cherchent évidemment de la nourriture, et donc cette nourriture, ils vont aller la chercher en ville. Sauf que ça date depuis 2013, cette histoire. Donc à un moment donné, il a fallu prendre des mesures pour éviter que l'animal soit aussi pénible dans la ville. Donc on a utilisé des trucs qui fonctionnent pas très bien, c'est-à-dire des lumières, des sons, des lasers, donc on essayait d'embêter les oiseaux le soir, et puis des bombes sonores pour faire peur aux oiseaux. Mais le problème, c'est que les oiseaux, à un moment donné, ils s'y habituent. Et le gros souci qu'a cette petite ville, et aussi le secrétaire général de Villarino, qui est en gros la région, le district dans lequel est située la ville d'Hilario Ascasubi, Gonzalo Silva, c'est que cet oiseau, il fait partie des espèces protégées.
Ah oui. Il est protégé par le cadre juridique de Buenos Aires en vertu d'une résolution nationale qui est la 795E 2017. Donc je suppose que c'est une résolution qui a été prise en 2017, visant justement à protéger cet oiseau qui est en diminution au niveau de ses effectifs. Et donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet oiseau. On ne peut pas aller chercher un chasseur pour pouvoir éliminer ces différents animaux. Donc la ville continue à avoir ce problème, un problème qui persiste depuis 2013, et un problème qui a à voir avec quelque chose de très simple, c'est que les oiseaux ils trouvent pas leur nourriture à l'endroit où ils l'avaient auparavant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on a déforesté les lieux et on a fait disparaître les flancs de collines, là où les oiseaux récupéraient leur nourriture en automne et en hiver. Et du coup, les oiseaux maintenant se ramènent dans la ville pour récupérer la nourriture, l'eau et tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Et tout cela, fait en sorte que ces oiseaux sont en train de s'acclimater à la ville. C'est Diana Lera, biologiste, qui disait qu'il fallait apprendre à cohabiter avec ces oiseaux à l'avenir, puisque va être très très difficile de finalement faire réduire la population, quand bien même celle-ci se multiplie. Et surtout parce que c'est 4% de forêts qui sont perdues dans le secteur par an. Donc il n'y a pas de renouvellement finalement de l'environnement dans lequel la conure de Patagonie est en train d'évoluer. Et donc du coup, notre chère petite ville va avoir quelques petits soucis encore bien longtemps. Et c'est un article qui était paru chez Nation, quotidien argentin, en juillet dernier. Non mais c'est... Enfin, surtout connaissant les conures, je sais pas s'il y en a qui ont des conures à la maison, parce que je sais que c'est un animal de captivité aussi, ça existe en captivité, alors en France peut-être un peu moins, mais par chez nous il y en a pas mal. Bon sang, qu'est-ce que c'est bruyant comme bestiole. Oh Puis ça arrête pas. J'ai vu des vidéos, ouais, c'est assez, c'est assez violent. Ah oui. Et puis il y a un risque de panique sanitaire, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la psittacose, que tu connais peut-être, Sophie. Oui. Sauf que les autorités se sont voulues rassurantes, et notamment le secrétaire général Gonzalo Silva, en disant que la psittacose survient lorsqu'un perroquet en captivité est malade. Et ce n'est pas une maladie que l'on trouve à l'état sauvage. Et j'avoue que je voulais te poser cette question, parce que je me suis dit... Comment te dire ? Non, c'est mignon, mais si, non. Évidemment que tu l'as à l'état sauvage. Et puis après, les perroquets en captivité, effectivement, tu peux la... Alors, j'ai eu pas mal de perroquets, j'ai jamais eu de problème de psittacose, mais c'est vrai que tu peux l'avoir aussi. Et le problème, c'est que, bon, généralement, comme dans toutes les maladies, plus il y a d'oiseaux, enfin, plus il y a de possibilités d'avoir contamination, plus t'as de risques au final. Donc là, avec la quantité d'oiseaux qui arrivent à chaque fois tous les hivers en ville, il y a peut-être des risques, oui, effectivement. 70 000 oiseaux pour 5 000 habitants. Voilà, donc oui, là, non, possiblement des risques, oui. Peut-être. Mais c'est pas... Après, la psittacose, c'est pas non plus... Mais bon, voilà, c'est pas... C'est évidemment que ça se présente aussi dans la nature, évidemment. Eh bien, c'est sur cette petite information, un peu perturbée, j'en suis désolé Sophie, les gens ne sauront pas pourquoi, mais toi tu sais, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode du Courrier de la Sterne. Sophie, où est-ce qu'on te retrouve ? Eh bien, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram, @leplumeux, et puis sur la chaîne YouTube Stop Science. Entracte Science. Entracte Science, autant pour moi, parce que c'est vrai que le nom a changé, mais tu te souviens quand ça s'appelait Stop Science encore ? Mais oui, je m'en souviens. Je suis fatiguée ce soir, désolée. Bien sûr, je m'en souviens. C'est pas le seul. Et nous, du coup, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming, tous les flux de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube pour la partie sous-titrée, mais aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre. Oui, n'hésitez pas à répondre à vos propres questions. Je suis pas la seule à être fatiguée ce soir. Je pense que vous l'aviez noté. Pourtant, c'est pas aujourd'hui qu'on parlait
De la de nuit sommeil. chez les oiseaux ou de sommeil. Ah si, remarque, t'en as parlé un Si. petit peu. Si, il y a une étude qui est sortie qui parlait de caméras nocturnes pour voir comment dire, les oiseaux Mhm. la nuit dans les dortoirs. Voilà, c'est juste D'accord. ça. J'aurais pu en parler aussi, mais voilà, c'est l'occasion. Bah, de toute façon, cette fin d'épisode n'a aucun sens, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on sera sans doute un petit peu plus opérationnel. Salut à tous et salut à toutes. À plus.